Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, le Premier ministre aux assemblées annuelles des institutions de Bretton Woods aux États-Unis. Ce jeudi, Patrick Hachi rencontre l'Institut Brookings, spécialisé dans l'analyse économique. Le chef du gouvernement s'imprègne de l'environnement économique mondial, un échange pour mieux orienter les indicateurs économiques nationaux. Plus de 100 milliards de francs CFA déjà collectés sur un objectif global de 145 milliards dans l'impôt foncier en 2022. La Direction générale des impôts a lancé ce jeudi une campagne de sensibilisation. C'est en collaboration avec l'Agence nationale de gestion des déchets. Les populations exhortées à la déclaration et au paiement de l'impôt foncier. Le mois d'octobre est consacré au consommé local. Les produits locaux sont mis en valeur et les populations exhortées à les consommer. Le ministre du Commerce a lancé ce concept ce jeudi. Pour cette troisième édition, le Conseil national de lutte contre la vie chère annonce plusieurs activités à Abidjan comme à l'intérieur du pays. Plus de 500 personnes sont mortes depuis juin dans les inondations. Ce sont les plus meurtrières de la décennie au Nigeria. Les intempéries ont également fait 1,4 million de déplacés. Des précipitations importantes sont à nouveau attendues. On commence aux États-Unis. Le Premier ministre prend part aux assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI aux États-Unis. Ce jeudi, premier rendez-vous au programme de Patrick Hachi, l'Institut Brookings, spécialisé dans l'analyse économique, histoire de prendre le pouls de l'environnement économique mondial afin de mieux orienter les indicateurs au niveau local. Envoyés spéciaux à Washington, Adama Kone et Keri Adama. Après 2 années d'accalmie, la capitale américaine Washington retrouve ses couleurs de ville mondiale de l'économie avec les assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international FMI. Ce jeudi matin, il pleut sur Washington, mais la météo économique semble réconfortante pour la Côte d'Ivoire. Ce dont il s'agit, c'est un peu l'environnement mondial que nous jugeons un peu critique. Parsemé vraiment de beaucoup d'incertitudes. Mais dans ce contexte, nous pensons que la Côte d'Ivoire se débrouille assez bien parmi les meilleurs pays à forte croissance. Alors donc, il y a de quoi féliciter le gouvernement, féliciter la Côte d'Ivoire, mais surtout, il faut penser à comment consolider cet acquis. C'est donc à dessein que le Premier ministre et sa délégation ont frappé à la porte du Brookings Institute ce jeudi matin, seulement quelques heures après leur arrivée. Nous visitons régulièrement cette institution pour savoir sur le moment quelles sont les grandes tendances de l'actualité du monde, aussi bien au niveau économique, technique, politique, stratégique, mais également surtout quelle est leur vision sur ce que le monde deviendra au cours des mois et des années à venir. Et au moment où nous arrivons à Washington et vous allez avoir des discussions extrêmement importantes avec les hauts responsables des institutions partenaires au développement qui sont ici, il était important que nous venions pour savoir quel était l'état de la situation vu par une institution indépendante. Nous venons d'avoir un entretien extrêmement enrichissant qui nous a donné des pistes, je dirais, de réflexion, mais également des réponses à des questions que nous avions. Ayant pris le pouls de la situation économique mondiale, la délégation ivoirienne peut alors dérouler son programme fait de participation aux assises et de rencontres de haut niveau avec les institutions de Bretton Woods. Et de retour de Washington, on s'arrête à Kigali, au Rwanda. Il s'y tient la 145e Assemblée de l'Union interparlementaire. La rencontre se déroule dans la capitale rwandaise du 11 au 15 octobre. Pour la deuxième journée de ce rendez-vous, hier mercredi, il était question de promotion du genre. Adama Bictogo, le président de l'Assemblée nationale, s'est prononcé sur les initiatives entreprises par la Côte d'Ivoire pour l'épanouissement et l'autonomisation des femmes. Moussa Konati, à notre envoyé spécial. Adama Bictogo à la tribune de la 145e Assemblée de l'Union interparlementaire. Le président de l'Assemblée nationale s'exprime sur le thème du débat général de la rencontre, égalité des sexes et parlement sensible aux gens, moteur du changement pour un monde plus résilient et pacifique. Le président Adama Bictogo expose sur les initiatives de la Côte d'Ivoire en faveur de la promotion de la femme. Il s'agit entre autres de la création d'un compédium des compétences féminines et de la réforme constitutionnelle de 2016 qui inscrit dans ses dispositions pertinentes la protection et la promotion des droits de la femme,
notamment sur les questions de parité. À ces mesures salvatrices, d'autres initiatives viennent renforcer le dispositif existant. C'est le cas du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, créé par la première dame Dominique Ouattara, permettant ainsi aux femmes ivoiriennes d'accéder à des ressources financières à coût réduit pour se lancer dans des activités génératrices de revenus et de bénéficier de diverses formations. Des actions au niveau social et économique pour faciliter l'autonomisation et l'épanouissement des femmes. De nombreux efforts sont également enregistrés sur le plan politique. Un dispositif législatif permet de favoriser la représentativité des femmes au sein des assemblées. À ce titre, on peut citer la loi du 14 octobre 2019 qui impose aux partis et groupements politiques un quota de 30% de femmes pour les élections législatives et locales. En parallèle et en soutien aux initiatives de l'exécutif, depuis 2014, l'Assemblée nationale a mis en place un caucus des femmes parlementaires, lequel a permis de créer un cadre d'appui des partenaires techniques et financiers aux femmes. Face aux participants à cette rencontre parlementaire mondiale, le président Adama Bictogo invite à plus d'engagement afin de faire de la femme l'un des piliers du développement dans les États. Toutes les mesures envisagées en faveur de la promotion du genre ne peuvent être mises en œuvre de façon effective que si l'accès de la femme à l'éducation continue d'être une priorité pour nos États. Car, comme le dit un auteur, éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Créée en 1889, l'Union interparlementaire est l'Organisation mondiale des parlements nationaux. Son objectif, promouvoir la démocratie, la paix et le développement durable. Et ici en Côte d'Ivoire, comme tous les 12 octobre, l'ambassade d'Espagne a célébré la fête nationale. C'était l'occasion pour l'ambassadeur de rappeler les liens de fraternité et de coopération qui existent entre la Côte d'Ivoire et l'Espagne. Plusieurs membres du gouvernement étaient à cette célébration. On le voit avec Laure Goretti et Eric Goré. C'est en 1492 que Christophe Colomb a fait la découverte de l'Amérique, un événement qui a marqué le monde entier. Cet explorateur espagnol reste dans les mémoires. L'ambassade d'Espagne commémore cet événement. Le 12 octobre 1492, après un voyage vraiment mouvementé, les navires de Christophe Colomb aperçoivent la terre américaine. Cette date a non seulement changé le destin de mon pays, mais elle a aussi marqué le début de ce que beaucoup appellent la première mondialisation. La fête nationale espagnole est donc marquée par un événement qui n'a pas seulement une signification pour nous les Espagnols, mais qui a également une dimension globale. Un événement célébré avec la présence remarquée de plusieurs membres du gouvernement ivoirien. L'ambassadeur d'Espagne n'a pas manqué d'évoquer les liens de fraternité entre la Côte d'Ivoire et l'Espagne. Ces dernières années, la situation économique et commerciale des entreprises et investisseurs espagnols en Côte d'Ivoire s'est considérablement améliorée. Le volume du commerce bilatéral a atteint 650 millions d'euros et l'Espagne est maintenant le 4e client de la Côte d'Ivoire parmi les pays membres de l'Union européenne. En 1892, le 12 octobre devient le jour de la fête nationale de l'Espagne, après un décret royal. En économie, plus de 100 milliards de francs CFA déjà collectés sur un objectif global de 145 milliards dans l'impôt foncier en 2022. Les populations exhortées à la déclaration et au paiement. La Direction générale des impôts a lancé ce jeudi une campagne de sensibilisation. C'est en collaboration avec l'Agence nationale de gestion des déchets, Jean-Luc Gbangbo. Top départ de la 9e campagne de sensibilisation pour la déclaration et le paiement de l'impôt foncier. Le contexte de boom immobilier, conjugué aux exigences des collectivités territoriales et des besoins de financement liés à la gestion des déchets, renforce la pression sur cet impôt. Cette forte pression sur l'impôt foncier n'est rien d'autre que pour nous que des motivations supplémentaires pour nous galvaniser davantage à redoubler d'efforts afin de relever ce défi de mobilisation des recettes fiscales. La barre des 100 milliards a été atteinte dès la fin du premier semestre de cette année sur un objectif de 145 milliards qui nous a été assigné.
Un objectif que la Direction générale des impôts compte bien remplir à très court terme grâce d'une part à une série de réformes en cours et d'autre part à une synergie d'action avec notamment l'ANAGED. Une conjonction des forces de nos deux structures s'avère nécessaire. L'ANAGED voudrait encore traduire sa détermination donc, à accompagner la DGI et pour nous c'est un partenariat gagnant-gagnant. Pour soutenir les opérations de salubrité, la collecte, le transport, la mise en décharge, la construction des infrastructures de gestion des déchets, l'État a dévolu certains impôts et taxes à l'ANAGED. Votre mission touche au bien-être, à la salubrité, à la santé de nos populations. Et c'est ça qui doit être la finalité de la collecte des ressources publiques. Viser toujours le bien-être des populations, quelle que soit la nature d'impôt. Aimer sa commune, c'est payer ses impôts fonciers. Payer son impôt foncier, c'est participer au développement de sa commune. Tels sont entre autres slogans autour desquels se bâtira cette année la campagne des agents sensibilisateurs sur l'impôt foncier. Et on reste avec Jean-Luc Bambo pour parler cette fois de l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana, la 3e réunion du comité de pilotage de l'organisation sous-régionale tenue ce mercredi. Une rencontre marquée par la participation de délégations nigérianes et camerounaises, 2 pays producteurs de cacao qui veulent apporter leur contribution pour l'amélioration des conditions de vie des producteurs. Les voix du Nigeria et du Cameroun devraient s'ajouter à celles de la Côte d'Ivoire et du Ghana dans le cadre de la lutte pour un meilleur revenu pour les producteurs de cacao africains. Le Nigeria et le Cameroun, 15% de la production mondiale de cacao, participent pour la première fois à la réunion du comité de pilotage de l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana. Nous avons invité le Cameroun et le Nigeria qui ont montré un intérêt à joindre l'initiative. Donc aujourd'hui, il y a une première session de contact. Nous allons évaluer ensemble comment est-ce que nous pouvons mettre en place la possibilité pour le Cameroun et le Nigeria de rejoindre l'initiative. L'intégration de ces 2 nouveaux membres devrait amener cette organisation à désormais revendiquer 75% de la production mondiale de cacao et à disposer d'un pouvoir décisionnel plus important sur le marché. Le problème est le même. C'est le même, c'est que le producteur aujourd'hui a entre 70 et 70% de prix fort. Nous pensons qu'il peut engranger plus. Quand nous on regarde le travail initial qu'a commencé l'initiative, $2600 la tonne, le Nigeria ne peut qu'apporter son soutien pour que ce prix-là reste à ce niveau et même que nous puissions en avoir plus. En 3 années d'existence, la coopération cacaoyère Côte d'Ivoire-Ghana peut revendiquer déjà des résultats probants. Il y a un certain nombre d'opérateurs qui ont compris que la durabilité, c'est d'abord travailler pour que le planteur ait un minimum de revenus. S'il n'a pas un revenu minimum, il n'y a pas de cacao, on arrêtera de faire du cacao. Après une année de présidence du comité de pilotage de l'initiative, le Ghana a passé le flambeau à la Côte d'Ivoire pour diriger les différentes discussions avec les partenaires des pays producteurs. On ne peut pas comprendre qu'on nous impose des prix de l'extérieur. Et nous travaillons à faire en sorte que désormais, dans le processus de fixation des prix, que notre voix compte. Et en étant ensemble avec les autres pays, nous sommes persuadés que notre voix va compter. Nous allons toujours continuer de sensibiliser les multinationales, les chocolatiers, à accepter ce que nous tous nous avons contribué à mettre en place. Au terme de leurs travaux, les participants à la réunion du comité de pilotage ont été reçus par le Premier ministre, Patrick Achi. Ces rencontres périodiques, initiées sous l'impulsion des chefs d'État ivoiriens et ghanéens, visent à terme de dynamiser la filière cacao par des approches inclusives bénéfiques à tous les acteurs de la chaîne des valeurs. Le gouvernement fait aussi la promotion du crédit bail immobilier. Cela est vu comme une réponse à la problématique de financement des entreprises en Côte d'Ivoire. Les experts de la question des financiers et des opérateurs économiques se sont rencontrés ce jeudi. Des détails avec Dangui Dangui. Des experts définissent généralement le crédit bail immobilier comme le fait de louer une construction en payant des redevances avec la possibilité d'acquérir le bien au terme de la période de location.
un instrument financier sur lequel la Côte d'Ivoire veut s'appuyer pour apporter des réponses à la problématique de financement des entreprises, notamment des PME. D'où l'organisation de cette rencontre de promotion du crédit bail immobilier initiée par le gouvernement avec la collaboration de la Société financière internationale SFI qui revendique par ailleurs des décennies d'expérience en matière de crédit bail immobilier. Je réitère ici la disponibilité et la volonté d'AFC et ses équipes à accompagner le secteur privé ivoirien pour le développement du crédit bail. Nous pensons que c'est vraiment opportun aujourd'hui de l'avoir, mais parce que justement nous voyons les opérateurs économiques, notamment les PME, où la force, la capacité financière n'est pas nécessairement au rendez-vous à tout moment. Donc le crédit bail immobilier se présente selon nous comme une solution idoine pour accompagner ces PME de façon précise, mais de façon plus large, toutes les entreprises qui solliciteraient ce produit-là. En une journée, des experts de la question, des opérateurs économiques et des financiers vont réfléchir sur le thème « Le crédit bail immobilier, la nouvelle solution pour le financement de l'immobilier professionnel en Côte d'Ivoire ». Le nombre d'institutions qui offrent des crédits bail immobilier est passé de 4 en 2015 à 10 en 2022. Et l'IPS-SEGRAE s'attaque au phénomène de fraude documentaire, un problème récurrent qui cause une saignée financière pour les régimes de sécurité sociale. Des réflexions en cours pour trouver une solution. Le ministre de la Protection sociale et son collègue de la lutte contre la corruption apportent leur soutien aux participants. On le voit avec Kader Sogodougou. Passer à la loupe la fraude documentaire lors de la constitution des dossiers de prestations et en dégager des solutions pour mettre fin à cette pratique. C'est la mission assignée à diverses structures étatiques invitées à prendre part à un séminaire relatif à la question par l'institution de prévoyance sociale, Caisse générale de retraite des agents de l'État, IPS-SEGRAE. La fraude documentaire, une pratique malsaine aux conséquences financières énormes. La fraude documentaire est un terme générique qui recouvre plusieurs réalités, telles la contrefaçon, la falsification, l'usurpation d'identité, les documents volés, vierges et les documents fantaisistes. Quelle que soit sa nature, la fraude documentaire a un seul et même effet, à savoir s'attribuer des avantages non justifiés et par conséquent contribuer à la saignée financière des régimes de sécurité sociale. 2 membres du gouvernement présents pour les travaux. Une plateforme qui va bien dans le sens de la mission du ministre de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. En matière de gouvernance, les efforts qui ont été faits depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, l'IPS-SEGRAE a amélioré sa prestation, la qualité de ses prestations, la qualité de sa proximité avec les populations bénéficiaires. Et c'est un effort qui doit aller de l'avant. Les attentes de la tutelle sont nombreuses. Je reste convaincu, au regard de la pluralité des acteurs présents et de vos compétences respectives indéniables, qu'un dispositif complet de lutte contre la fraude documentaire, comprenant des actions de détection, de prévention et de dissuasion, pourra être mis en place sur la base des recommandations tant attendues de ce séminaire. 600 millions de francs CFA, c'est le préjudice subi par l'IPS-SEGRAE en termes de fraude sur documents en 2021. Depuis 2013, il est bon de savoir que le nombre de pensionnés payés était de 100 000. Le mécanisme de détection de fraude documentaire a permis d'éjecter jusqu'à juin 2022 environ 14 000 faux bénéficiaires. Les efforts continuent contre le faux. Il est mis en œuvre la 2e phase du programme de formation en management des administrations publiques. 3000 fonctionnaires et agents de l'État sont concernés. Avant le démarrage, le ministère de la fonction publique a signé une convention avec les structures retenues pour le renforcement des capacités. Grâce Kando. 3000 fonctionnaires et agents de l'État issus de 3 institutions et 14 ministères seront formés en management des administrations publiques.
un programme de formation triennale à 2022-2024. Ça sera l'occasion de développer l'aspect du service à fournir aux usagers, qui ne sont plus seulement des usagers, mais qui au-delà, qui deviennent comme des clients de l'administration. À cela, il faut donner grande satisfaction. Beaucoup de hauts cadres se retrouvaient à des postes sans toutefois avoir l'occasion de remettre à jour leurs connaissances, d'adapter leurs pratiques à l'évolution du secteur. Et donc, l'administration a décidé de mettre en place un programme. Ce programme de formation en management public sera dispensé par des structures de formation locale et internationale. Notre institution participe à l'émergence de cadres et de professionnels nouveaux, soucieux d'appliquer les méthodes et outils du management à leur travail quotidien. Le modèle de formation, c'est surtout sur le management, donc comment améliorer la direction des personnes et après aussi sur l'efficacité de différents processus dans l'administration publique. La ministre de la fonction publique exhorte les bénéficiaires à s'approprier cette formation. Il ne me reste plus qu'à exhorter les bénéficiaires de cette deuxième phase de notre programme de formation à saisir cette belle opportunité qui leur est gracieusement offerte pour se perfectionner et construire leur propre transformation qualitative au service de l'efficacité de leurs administrations respectives et pour le bien de nos concitoyens. Une signature de convention entre le gouvernement à travers le ministère de la fonction publique et les deux structures retenues pour la formation a eu lieu. Elle marque le lancement officiel de la deuxième vague de formation des fonctionnaires et agents de l'État de l'administration publique. Et dans l'actualité ce soir, nous sommes exhortés à promouvoir nos produits locaux et surtout à les consommer. Le mois d'octobre est consacré au consommé local. Le ministre du Commerce a lancé ce concept ce jeudi, une approche pour lutter contre la vie chère. Pour cette 3e édition, il est prévu plusieurs activités à Abidjan, comme à l'intérieur du pays. On en parle avec Michel Mambo. Consommation des produits locaux, un levier d'accroissement des investissements productifs, de développement et d'intégration régionale. Thème évocateur pour la 3e édition de l'initiative Mois d'octobre, mois du consommé local, à l'actif des ministres chargés du commerce des 8 pays membres de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. Afin de donner plus d'impact au concept de consommer local, la Commission mène plusieurs actions destinées à accroître les capacités commerciales des États membres de l'Union. Il s'agit de la finalisation d'un projet de règlement portant sur la dématérialisation des procédures et formalités douanières et du commerce extérieur et du développement avec l'appui du Centre du commerce international d'une plateforme dénommée Connect UEMOA. Mois d'octobre, mois du consommé local, une trentaine de jours pour accroître la promotion du Made in Côte d'Ivoire, une réponse à l'inflation importée. Bien sûr, il y a encore d'énormes défis à relever dans la production, la transformation, la distribution, l'emballage de nos produits. Cependant, si nous commençons aujourd'hui à consommer local, non seulement nous récompensons l'effort de nos entrepreneurs, mais aussi et surtout, nous encourageons davantage les investissements et contribuerons de cette façon à la croissance économique de notre pays. Et l'initiative cadre bien avec la stratégie adoptée par le gouvernement ivoirien pour lutter contre la cherté de la vie. Il s'agit bien d'une opportunité pour renforcer la résilience des populations de l'UEMOA, améliorer leurs revenus et améliorer leurs conditions de vie et soutenir l'entrepreneuriat national ou l'entrepreneuriat communautaire. Parce que consommer local, comme quelqu'un l'a rappelé, c'est aimer son pays. Plusieurs activités annoncées le long de ce mois consacré au consommé ivoirien, campagne d'information et de sensibilisation, célébration de la Journée internationale de la femme rurale et des cérémonies de distinction. Dans l'actualité politique ce soir, le directoire du RHDP s'est réuni à l'occasion de la 10e séance de travail. Plusieurs sujets abordés, dont l'utilisation de l'application e-militant. La plateforme va permettre de recenser en ligne tous les militants. Éric Gori. Les élections locales, c'est pour bientôt.
Du côté du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, on prépare déjà les municipales et les régionales prévues pour 2023. Comment travailler à remporter ces élections? C'est à cela que s'attelle Gilbert Kafana Koné et son commando. La stratégie élaborée est de permettre une adhésion massive des militants. Une tâche confiée aux 350 nouveaux secrétaires départementaux. Il leur est demandé de faire un travail efficace sur le terrain pour les adhésions et l'implantation du parti. Un outil va aider le RHDP à réussir cette mission. Il s'agit de l'application numérique e-militant qui va fournir des données fiables pour le succès du processus. L'occasion est bonne pour féliciter le secrétariat national chargé de l'implantation du parti. Le directoire du RHDP a également salué la grande vision du président du parti pour ses idées novatrices. Nouvelle vision du Woroba et le groupe lauréat de Varetoscope 2022. Vous vous en souvenez certainement. Et comme promis, la récompense du Premier ministre vient d'être matérialisée. Une ambulance d'une valeur de 56 millions de francs CFA, mais aussi une autre de 44 millions pour le second, le Diego Renaissance de Diego Nefla. La cérémonie officielle de remise s'est déroulée ce jeudi matin dans la cour de la RTI à Cocody en présence des ministres Amadou Koulibaly et Françoise Remarque. Le reportage de Franck Wadiou. Après l'effort, le réconfort. Le slogan prend du sens. Nouvelle vision du Woroba, le grand vainqueur du Varetoscope, émission phare des vacances du groupe RTI, reçoit le gros lot. Cette ambulance, un don du parrain de l'émission pour la seconde fois consécutive, le Premier ministre Patrick Achi. Il s'agit d'une ambulance. C'est pourquoi, au-delà du prix qu'il représente pour nous, c'est un outil qui permettra, et j'en suis convaincu, de sauver de nombreuses vies. Des mots de reconnaissance des forces vives du Woroba s'exprimant au nom de tous les bénéficiaires, car le second groupe n'a pas été oublié par le parrain. Le Diego Renaissance de Diego Nefla reçoit aussi une ambulance. C'est un sentiment de joie et de fierté. Et ressortir deuxième avec une ambulance, c'est vraiment une grande satisfaction. Et on remercie encore le Premier ministre. Coût des engins, 50 millions de francs CFA pour le premier et 44 millions pour le second. Le directeur général de la RTI affiche la satisfaction du média public. Pour les vacances 2022, les différents supports de la RTI ont offert à la population et surtout à nos jeunes énormément de programmes de divertissement, de loisirs, ce qui a permis d'avoir des vacances heureuses, des vacances qui ont permis d'allier l'agréable et l'utile. Aujourd'hui, c'est l'occasion, mesdames et messieurs, de rendre un hommage mérité à l'ensemble des équipes de production. Un média public qui obéit à son triptyque informer, éduquer, divertir. L'autorité de tutelle renchérit. Varetoscope est, au-delà de la récompense des talents, une lucarne porteuse de sens. Ce don, de notre point de vue, au-delà de l'émulation qu'il crée donc chez les jeunes qui viennent compétir, est une reconnaissance au travail d'accompagnement que nos collectivités locales font afin de soutenir les groupes de jeunes qui ont su tenir en haleine pendant plusieurs jours, des semaines même, je dirais, des milliers de spectateurs et téléspectateurs. Elle a représenté le Premier ministre depuis la finale du 24 septembre confrontant 5 groupes. Françoise Remarque, ministre de la Culture, souhaite une collaboration plus hardie avec la RTI pour mieux valoriser nos faits et pratiques traditionnelles. Elle a de plus, au nom du parrain, félicité l'engagement de la jeunesse. Au nom du parrain, au nom de tout le gouvernement, je félicite toute la jeunesse de Côte d'Ivoire qui est au cœur du programme du gouvernement. Cette jeunesse s'est mobilisée autour de ces groupes et a fait preuve dans l'ensemble d'une discipline et d'une détermination exemplaires. La jeunesse est notre pilier pour une Côte d'Ivoire solidaire et performante. Des lauréats fiers de rentrer dans leur localité avec l'ambulance acquise de haute lutte. En attendant, les autres lots, dont un centre de santé et des numéraires, portant la cagnotte totale pour le premier à 113 500 000 francs CFA. Varetoscope a 37 ans d'existence et est cette année à sa 23e édition. Rappelons que l'émission a démarré le 9 juillet dernier.
Et allons dans le Lodjiboua, une société minière, et les autorités administratives de Iré appellent les populations de la localité au respect du code de la route. C'était à l'occasion du grand tournoi de la cohésion sociale. Il est observé des comportements à risque qui conduisent à des accidents à Iré comme à Oumé. Jean-Marc Diadji. 47 équipes de football de la commune de Iré engagées pour dire non à l'incivisme routier. Nous sommes à la 2e édition du grand tournoi de la cohésion sociale initié par l'entreprise aurifère de la ville. De janvier à mai 2022, 36 accidents de moto et tricycles, dont 4 décès, ont été enregistrés dans la ville de Iré. Cette situation s'est accentuée avec la réhabilitation en cours de la route nationale axe Divo-Iré. Une problématique qui nécessite une sensibilisation à l'endroit des jeunes, selon les organisateurs et les autorités locales. Il était urgent pour une mine responsable qui fait de la sécurité sa matière de base. Il était important que nous interpellions nos jeunes frères de la ville de Iré à faire attention sur les routes. Nous allons continuellement sensibiliser les usagers de la route sur la nécessité de préserver la vie. Aujourd'hui, nos voies sont devenues accidentogènes. Malheureusement, nos populations sont également responsables par le non-respect des réglementaires de conduite. Les équipes d'Oumé et celles d'Assaillé 1 ont remporté respectivement les tournois masculins et féminins. En 2020, le thème de la paix était au menu de la première édition du grand tournoi de la cohésion sociale de Iré. En attendant, l'axe routier d'Ivo-Iré s'améliore progressivement à l'initiative du gouvernement pour le bonheur des populations du Lodjiboua. Et dans le reste de l'actualité, plus de 500 personnes sont mortes depuis juin dans les inondations. Ce sont les plus meurtrières de la décennie au Nigeria. Les intempéries ont également fait 1,4 million de déplacés. De nombreuses régions du pays le plus peuplé d'Afrique ont été ravagées depuis le début de la saison des pluies. Des précipitations importantes sont à nouveau attendues au Nigeria dans les prochaines semaines, faisant craindre davantage de dégâts. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité, 23h. Demain, 20h, retrouvez Marie-Laure Ngoran. On se quitte avec ce que dit les sages ce soir. Quand le chien est condamné, c'est au milieu de son crâne que le ciel lui colle la plaie.